essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. À chaque fois que le Donald fait une sortie musclée, envoie une lettre, fait une déclaration, j'ai souvent le réflexe d'aller voir sur mes applications boursières, est-ce qu'il y aura un impact sur le Dow Jones, sur le S&P 500, sur le Nasdaq? On dirait qu'il y a une espèce de je m'en foutisme des marchés en disant qui c'est qui vient de dire encore, lui? C'est un peu le cas, effectivement, Alex. Puis là, hier, évidemment, c'est le Canada là, qui est ciblé par une de ces fameuses lettres là, un peu insignifiantes là, envoyées par Donald Trump, lettres qui sont envoyées de manière unilatérale, qui ne respectent aucunement le fait qu'il y a des pourparlers en cours, qu'il y a d'autres ententes qui sont survenues. Évidemment, on se rappellera qu'il y a quelques jours à peine, le Canada est revenu sur sa taxe sur les services numériques, par exemple, dans la perspective de poursuivre les négociations. Donc là, de recevoir une lettre comme ça, évidemment, ça témoigne là, du peu de profondeur du personnage, puis de sa volonté d'être toujours à l'avant-plan là, du spectacle. Donc, on envoie une lettre pour faire parler de ça. J'ai failli esquiver le sujet ce matin tellement je trouve ça insignifiant, Alex, mais quand même, 35%, donc sur l'ensemble des biens canadiens, qui viendraient, si je comprends bien, là, remplacer les autres tarifs. Là, il y avait des 10%, des 25%, mais j'en parlais hier à l'émission. Dans les faits, là, les exemptions de l'entente Canada, États-Unis, Mexique s'appliquent largement. Donc, il y a beaucoup de bruit. Mais quand on regarde effectivement le commerce entre le Canada et les États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump ou depuis le 2 avril, il n'y a pas vraiment de tarifs qui sont imposés. Donc, c'est juste une grosse mascarade. Et donc là, ça se poursuit hier avec cette nouvelle menace là, de 35%. Je lisais le sénateur Clément Gignac ce matin qui disait qu'il était peut-être temps de passer en mode offensive là, pour les Canadiens. Je ne sais pas exactement quel format ça pourrait prendre puis dans quelle mesure on a envie de jouer à ce jeu-là. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, imposer des taxes à l'exportation sur le gaz, sur le pétrole, sur la potasse? Est-ce qu'on pourrait couper les approvisionnements en énergie comme l'électricité? Est-ce qu'on pourrait vraiment prendre des mesures là, qui affecteraient plusieurs millions d'Américains demain matin? C'est possible. Encore une fois, c'est un jeu là, dangereux dans lequel Mark Carney pourrait se lancer. Mais c'est vrai qu'à ce stade-ci, là, il y a clairement un manque de respect puis une négligence là, du rôle crucial que joue le Canada pour l'approvisionnement américain dans un grand nombre d'industries critiques. Donc, à voir quelle sera notre réaction. Pour l'instant, Mark Carney hier parlait de la bonne entente avec Keir Starmer, de l'Ukraine. Il parlait de toute autre chose. Donc, on verra bien s'il réagit là, à cette nouvelle menace voilée aujourd'hui. Ouais, les premières réactions officielles du gouvernement, disons, sont très laconiques là-dessus. On est très prudent. Il y a la date du 21 juillet qu'on avait identifiée après Kananaskis. On s'était dit, on va se donner un mois pour tenter d'en arriver à une entente. Si ça fonctionne pas, ça entrerait en vigueur le 1er août. Mais je suis tellement d'accord avec toi qu'à un moment donné, là, ça vient que... Tu sais, on fait... C'est un gros show, là. On sort, on fait... Tu sais, on joue les gros bras, on se bombe le torse, mais dans le fond, tu sais, l'accord de libre-échange couvre la très, très grande majorité des biens. Ce sera très niché. Ce sera pas 35% sur tout. C'est pas ce qui est prévu. Puis les raisons aussi qui sont avancées par le président Trump. Tu sais, regarde le fentanyl. On commence à être écœuré d'entendre parler là, du fentanyl. Là. Non, mais je veux dire, c'est un faux prétexte. Ouais, effectivement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, évidemment, on a quand même une drôle de situation ici où d'un côté, tu as un vieux monsieur, Donald Trump, en fin de vie, un peu, bon, à la limite de la vieux monsieur en fin de vie. Ah non, mais je veux dire, il a 80 ans, là, je veux dire, probabilistement, il va mourir dans les prochaines années. Puis je veux dire, tu sais, on sent que c'est un monsieur qui veut laisser sa trace, là. Je veux dire, c'est clairement une de ses motivations profondes, c'est de laisser une marque là, sur l'humanité. Mais tu sais, un vieux monsieur, comme je dis, un peu sénile, qui veut toujours être au centre de l'attention, qui veut faire de la politique spectacle. Et à l'autre extrême, ce banquier plutôt discret, Mark Carney, qu'on n'a pas beaucoup vu, là, qui n'a pas gesticulé particulièrement beaucoup depuis son élection, qui est très rationnel, qui est très analytique. Moi, honnêtement, c'est pas du chauvinisme, mais je parie 100 fois sur 100 sur le banquier rationnel plutôt que sur le gigolo spectaculaire. Fait que, tu sais, à la limite, on va donner la chance à Mark Carney là, de faire l'analyse du dossier puis de concevoir une réponse à la hauteur là, des niaiseries de Donald Trump. La RBQ qui annonce de nouvelles mesures, Francis, pour autoriser les structures en bois qui peuvent faire jusqu'à 18 étages.
Ouais, ben c'est une très bonne nouvelle en fait, ben pour plusieurs raisons là. Évidemment, le Canada, un peu en lien avec notre premier échange là à l'instant, bon, est aux prises avec beaucoup de bois d'œuvre dont les débouchés vont se faire un peu plus difficiles si des tarifs sont imposés. On sait qu'il y a déjà eu de nouveaux tarifs là, qui se sont ajoutés. À une époque, je crois qu'on était à 14 ou 15%. Là, il s'en est rajouté d'autres. J'ai un peu perdu le fil pour être très honnête avec toi, Alex, là, sur le bois d'œuvre spécifiquement. Mais donc l'idée que M. Carney avait évoquée pendant la campagne, puis qui a été repris là, notamment par Jean Boulet puis d'autres ministres là, de la CAQ, ben, c'était de dire comment est-ce qu'on pourrait faire un meilleur usage de cette ressource rare au Canada, au Québec. Et donc, on a donc annoncé hier là, qu'on allait permettre des tours de 18 étages à partir de maintenant. Évidemment, il faut passer à travers un processus d'analyse là, de la Régie du bâtiment du Québec. Faut dire qu'il y a comme une espèce de concours là, entre guillemets dans le monde actuellement, des architectes, des constructeurs très avant-gardistes qui fabriquent là, des grandes structures en bois. Il y a aux États-Unis et en Norvège là, à peu près ex aequo là, des tours de 85 étages, donc 85 mètres, pardon, donc 25 étages qui ont été construites. Dans un cas, en Norvège, c'est un hôtel, tu sais, donc vraiment, ce que ça permet, c'est de trouver un débouché local et en même temps d'atténuer l'impact de la crise du logement, donc de mettre à contribution une de nos ressources tout en s'assurant de régler un grand problème de société. Puis, ça pourrait avoir un impact sur le coût si on est capable de faire ça de manière efficace, Alex, ben de diminuer éventuellement les coûts de construction par rapport, par exemple, au béton ou à d'autres matériaux pour construire des tours en hauteur. Ouais, Francis, à chaque semaine, on a pratiquement une nouvelle grève au Québec. On est les champions des grèves, d'ailleurs, au Canada. Hein? Plus de 90% des grèves des dernières années sont chez nous, au Québec, même si on représente quoi, à peu près 23% de la population au pays. Et dans ce contexte-là, puis le ministre Boulay commence visiblement à être irrité par, en tout cas, le conflit de travail à Québec, au réseau de transport de la capitale, en plein festival d'été de Québec, alors qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui se rendent sur les plaines avec le transport en commun. Ben lui, il n'exclut pas la possibilité de devancer l'entrée en vigueur de la loi 89 qui voulait mieux encadrer tout ça. Initialement, c'était prévu pour fin novembre, mais ça pourrait être dans les cartons plus tôt. Oui, effectivement, je pense que M. Boulet là, a dit hier qu'il avait un peu son trop plein là, par rapport au discours syndical au Québec actuellement. Puis bon, il y a effectivement les transports là, qui sont en grève en plein milieu du Festival d'été de Québec. On a aussi eu un préavis là, pour les traversiers du Québec en pleine vacances de la construction. Puis je te dis quand même, Alex, pour connaître beaucoup de gens là, qui habitent sur la Côte-Nord, à Bécomo notamment, c'est très, très fâchant. Là. C'est pas juste une question de tourisme là, puis de transport, c'est carrément, on est en train là, de déconnecter des régions du Québec entre elles, là, puis de nuire là, à l'activité, non seulement économique, mais familiale, culturelle. Je veux dire, on ne peut plus se rendre de notre plein gré où on veut. Déjà qu'il y a une forme de complexité d'habiter en région éloignée au Québec, si en plus on est constamment là, dans l'incertitude face à notre capacité de se déplacer, je veux dire, pour moi, il y a quelque chose de fondamental là-dessus. J'ai été très critique du ministre Boulet, puis je suis pas particulièrement favorable à ce qu'on muselle trop les syndicats, mais je pense que c'est un peu Pierre et le loup. Là. On a vraiment trop joué la carte de la victime chez les syndicats. On a vraiment exagéré au cours des dernières années. Et là, il est temps que quelqu'un fasse un petit ménage là-dedans et dise « Oh là, c'est pas normal que 90% des grèves au pays soient au Québec. » J'ai l'hypothèse que c'est un peu lié aussi à la faiblesse politique de la CAQ. Hein. On sent que les syndicats sont ragaillardis là, par « Oh, on a beaucoup de pouvoir, on peut faire tout ce qu'on veut. » Il y a comme plus vraiment de gouvernement, là, finalement. Là, François Legault est attaqué de toutes parts. Il est définitivement sur son dernier mandat. Mais je pense que c'est pas pour autant une raison là, pour que les Québécois soient constamment pris d'assaut pour ce qui est essentiellement des enfantillages. Je veux dire, franchement, des fois, c'est des questions de 1 ou 2%. Peut-on poursuivre le travail, continuer la négociation? On sort tout de suite le bulldozer, là, alors que, franchement, il y a des petits détails à renégocier. Puis, comme je te dis, je suis très favorable à la négociation paritaire là, avec les deux parties. Mais là, vraiment, les syndicats ont fait déborder le vase. Celui de beaucoup de Québécois, mais celui clairement du ministre. Puis comme je te dis, j'ai été très critique du ministre Boulet depuis sa nomination à ce poste-là, mais là-dessus, il a mon plein soutien. Là. Je pense qu'il est temps de mettre des règles autour de l'abus du droit de grève au Québec. Parce que moi, je pense qu'on est plusieurs
qui commence à en avoir notre voyage là, par rapport à ça. Puis, est-ce qu'il y a moyen de mieux encadrer toute la notion de service essentiel? Je pense qu'on n'aura pas le choix d'avoir ce débat-là au Québec. Là. Qu'est-ce qui est un service essentiel? Est-ce que l'éducation, c'est un service essentiel? On a privé d'école là, nos enfants pendant plusieurs semaines. Est-ce que le transport en commun, c'est un service essentiel dans un contexte où, justement, il y a des gens qui doivent se trouver des alternatives pour aller gagner leur croûte, aller gagner leur pain à chaque jour? Dans le domaine de la santé, c'est balisé aussi. Est-ce qu'on aurait peut-être intérêt comme société à se dire, ben c'est correct, faire la grève, c'est un droit, mais nous, comme citoyens, on est en droit d'avoir certains services aussi. Là. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ultimement, je réitère, je pense vraiment pas qu'on doit remettre en question le droit de grève, mais je pense que dans tous les cas que tu as nommés, qu'on fasse grève pendant une journée pour emmerder les gens, pour faire valoir notre point, pour montrer l'importance d'un service de transport, d'un service d'éducation. Mais là, c'est le recours systématique et à tous azimuts à la grève générale illimitée. Franchement, c'est totalement ridicule. Et je réitère, là, on sort un arsenal nucléaire pour un conflit entre voisins. Tu comprends? Il y a quelque chose de disproportionné dans les moyens qu'on sort du côté syndical là, pour faire avancer les dossiers. Il y a clairement de part et d'autre, probablement, mais clairement du côté des syndicats, de la mauvaise foi et un recours beaucoup trop rapide et beaucoup trop facile à cette mesure-là. Et donc, il faut qu'on puisse l'encadrer. Comme tu dis, il y a des gens dont la vie dépend de ça, dont la survie dépend de ça. Je réitère, les régions éloignées, mais tu parles de transport en commun, là, pour des gens qui n'ont pas de véhicule personnel, là, puis qui habitent loin de leur lieu de travail, c'est carrément la différence entre limite mourir de faim, là, tu sais. Puis on l'a vu, là, à Montréal, là, dans toutes ces menaces aussi, on ne joue pas au yo-yo, là, avec la vie des gens pour gagner 1,5% de plus de salaire. Déjà que dans beaucoup des cas, Alex, là, de ces grèves, ce sont des gens qui sont très, très bien rémunérés. Donc là, tu sais, on a l'impression qu'on exagère. Là. Puis, encore une fois, je le dis comme chroniqueur, mais je le dis également comme citoyen. Il y a une grande proportion des Québécois qui sont trop pleins là, de cet abus du droit de grève. Et on est, je pense, assez alignés là, sur le fait qu'il faut trouver une façon, un meilleur compromis dans le recours à ce moyen-là. Et j'ajouterais en conclusion, des négociations qui durent 2 ans puis qui aboutissent pas, y a-tu moyen d'encadrer ça avant? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un médiateur avant? C'est pas normal qu'une négociation dure 2 ans. Ils font quoi, ces gens-là? Ils se comptent leur fin de semaine? Il faut qu'il y ait des avancées beaucoup plus monitorées, évaluées pour qu'on en arrive à quelque chose. Moi, sur ce plan-là, ça me dépasse également. Si le ministre avait un peu plus de temps, Alex, on referait tout le droit du travail, mais malheureusement, les jours lui sont comptés. Oui, c'est ça qui arrive, hein, un mandat qui tire à sa fin. Francis, on t'écoute cet après-midi. Yes, sans faute. Salut, là.